Voilà de retour, 670-9078, poste 230 ou encore virage à telemac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre. Je garde vos noms en banque et à partir de la semaine prochaine, je vous donne des billets pour le Salon de l'Auto de Québec. Puis pas besoin de poser des questions à pu finir. Je veux des billets, vous avez une chance de gagner. Quand même bien, là. Je suis généreux. Tu es très généreux et sacré de l'engouement. Je l'ai vu tout de suite sur Facebook avec le nombre de messages qu'on a commencé à recevoir. Alors, étant donné que tu parles de Facebook, des questions via Facebook. Richard qui dit j'ai un CR-V 2016 en location avec motorisation 2.4. Est-ce que les problèmes avec le 1.5 concernant le mélange huile-essence déficient est réglé en 2020 ou je dois racheter mon 2016? La réponse, c'est qu'on n'a pas de nouvelles sur ce problème-là et tout le monde en parle parce que oui, j'avais fait une vidéo où est-ce qu'on en parlait ouvertement sur la chaîne YouTube et après 90 000 vues, ça n'arrête pas de continuer. Les gens se posent des questions. On a tenté quelques reprogrammations chez Honda. Le meilleur conseil que je peux vous dire, c'est d'aller en parler à votre concessionnaire. Il faut que ce soit déclaré comme problème. Si vous voyez que ça devient incommodant, c'est très important. Mais pour l'instant, on ne semble pas avoir de solution. Et quand on gère ce genre de truc-là, moi, le conseil que je peux donner aux manufacturiers, c'est soyez ouverts. Dites-le. On connaît le problème, on n'a pas trouvé de solution, on travaille là-dessus. Venez nous voir. Mais pour l'instant, on demeure comme une tombe, on ne nous donne pas d'infos et ça, c'est jamais bon. C'est jamais bon signe, sauf que d'un autre côté, on nous dit que c'est pas mal réglé, qu'on a trouvé la solution et Honda va prendre ses responsabilités. Attendons Donc, de voir. s'il y a des problèmes récurrents avec ces moteurs-là, Honda va prendre les Mais responsabilités. ils ne sautent pas, là, les moteurs, Sauf pour autant. Là. Ça ne crée pas de défaut en tant que tel, c'est juste incommodant. Fait que, pour l'instant, la durabilité ne semble pas affectée. Donnez-nous des nouvelles, Exact. tout simplement, et je parle à Honda, évidemment. Mais, parenthèse, Et aux 2.4, c'est clients. pas fiable, par exemple. Le 2.4 qu'il y a là, ça, c'est pas tuable. Non, incroyable. Jocelyn, bonjour. C'est toujours varié. Bon, je sais au niveau... OK, il veut savoir... Bon, c'est l'introduction est un peu longue. Je dis Porsche Macan GTS, on en pense quoi, version 2020? C'est en gros la question. Et pour moi, c'est go, on y va avec le GTS. Je comprends qu'il y a une marge de prix intéressante avec le S pour pas beaucoup de chevaux différents. J'avais pris ça en note. Le S, 348 chevaux, le GTS, 375, mais suspension, apparence et tout le reste est un peu différent. Alors, si vous pouvez, c'est le véhicule que je recommande le plus. Je ne recommande pas nécessairement d'aller au turbo. GTS, c'est l'ensemble parfait pour moi. Véhicule qui est un peu restreint côté espace, on s'entend. Les places à l'arrière, l'espace cargo, c'est pas ce qui est top, mais conduite, feeling en arrière du volant, côté performance, ça reste du Porsche. C'est un go pour moi aussi là-dessus. Absolument. Que pensez-vous du Kia Sorento EX Plus 2020? Go, allez-y, a changé en 2019, on a fait un beau travail. Puis on n'attendra pas longtemps du côté du Sorento. On arrive déjà avec un nouveau véhicule en 2021. Oui. Donc, on va avoir fait une mise à jour en 2019 pour un nouveau modèle en 2021. Puis on l'avait fait en 2016, si je ne me trompe pas. Donc, on ne perd pas de temps du côté de chez Kia avec le Sorento. On le modifie, mais la base, on comprend qu'elle est restée la même. Là, ça va être vraiment un pas en avant pour la nouvelle génération. Mais côté motorisation, aménagement, moi, au niveau du Sorento, la seule affaire, en achat, ne pas le changer après 2-3 ans. Non, parce ça que vous fait allez mal. perdre énormément. On inonde le marché, mais le véhicule par la valeur. Effectivement, puis il faut faire attention aussi au financement qu'on prend. Sur 7 ans, des fois, nos besoins changent en 7 ans, hein, ou encore on a le goût de changer. C'est là que ça fait mal pour les Coréens en tant que tel. Tu l'as dit, l'image des Coréens se renouvelle à une vitesse extrêmement rapide. Que ce soit côté design, c'est un véhicule qui est beau, un véhicule qui est un peu glouton cependant côté essence, mais qu'on a des capacités de remorquage qui sont impressionnantes. Bémol, on ne remorque pas tous les jours à sa capacité maximale, mais une fois de temps en temps pour traîner à remorque ou encore la roulotte l'été, c'est littéralement parfait. Et faire attention aussi si vous avez des adultes pour prendre place à bord avec les 3 rangées, bien, on s'entend, c'est des enfants qu'on place en arrière, l'accessibilité est un petit peu plus difficile aussi. Ah oui, bien, mais il y a une bonne capacité de remorquage. C'est Oui. un véhicule Oui. pratique. Ça, c'est un vrai sport. À bon prix, encore une fois. Caroline, le GLB de Mercedes m'intéresse. Je suis représentante, mais je ne fais pas beaucoup de kilométrage. Location. Vous pensez, je pense aussi au NX, mais je le trouve moins beau. C'est normal avec le NX a une calandre en avant qui est assez particulière. Le GLB, moi, je ne l'ai pas conduit encore.
Je l'ai vu. J'ai regardé le véhicule qui est très beau, très intéressant. Mais on va attendre au niveau de le conduire dans les prochaines semaines, prochains mois. Peu difficile avec Mercedes d'avoir les véhicules de presse. Donc, là, aujourd'hui, si j'ai à faire un choix, je suis obligé d'y aller avec le NX. Effectivement, surtout si on parle du court terme en tant que représentant, on aime souvent changer de véhicule des fois aux 2-3 ans. On aime l'image de luxe un petit peu plus aussi. C'est sûr que Mercedes offre une énorme prestance qui dépasse littéralement le Lexus quand on regarde le style. Mais c'est sûr, si on veut jouer la carte du long terme, la fiabilité, les faibles coûts d'entretien à long terme, le Lexus est imbattable cependant de ce côté-là. Oui. Mais représentant, GLB, quand même, il y a de l'espace à l'intérieur. On peut avoir jusqu'à 7 passagers. Donc, ça dépend des besoins. Regardez bien vos besoins. André, il dit tous les constructeurs automobiles ont de la difficulté à réchauffer les habitacles avec les moteurs turbo. Je dirais plutôt les moteurs à petite cylindrée, parce que des V6 turbo, ça va quand même assez bien. Mais les petites cylindrées turbo, je suis d'accord avec vous, peuvent-ils corriger cette lacune dans un avenir rapproché? On a commencé à le faire avec les systèmes de chauffage au lieu d'être par le système de refroidissement. On a un genre de petit appareil électrique qui accélère un peu le chauffage de l'habitacle. Et de plus en plus aussi, les motorisations turbo-compressées ont besoin de travailler à une température nominale pour donner la pleine puissance. Et cette température-là, bien, on en a besoin. Donc, avec justement, dans les premières minutes qu'on roule, vous allez voir, souvent, on va accélérer, on ne sentira pas la pleine puissance. Et lorsque la température nominale est atteinte, c'est là que ça devient le fun avec le véhicule turbo-compressé. Mais c'est le prix à payer. Hein? Les cylindrées rapetissent, les composantes aussi rapetissent. Les habitacles ont tendance à grossir parce que réchauffer là, un gros 7 passagers, comme on parlait tantôt, des fois qu'un petit moteur de 2 litres, bien, veut pas, il faut que le reste des composantes aussi suivent. Ça vient nous aider avec les éléments électriques, mais il ne faut pas oublier qu'on essaie de conserver les consommations le plus bas possible. Et chaque fois qu'on en ajoute, ça tire plus de jus, donc plus de consommation d'essence. Je vais regarder le problème différemment. Vas-y donc. Le problème, c'est pas les autos, c'est la température du Québec. Ça fait trop froid ici. C'est juste ça. Effectivement. Marcel, il nous dit il y a environ 3-4 ans, j'ai vu une émission sur la fabrication et l'installation de panneaux solaires sur les capots et les toits d'automobiles qui augmenteraient de 20 à 25 l'autonomie de la voiture électrique. Les panneaux étaient intégrés, sont intégrés au toit, évidemment, font office de tôle, si on veut. Le tout avait été testé avec succès. Le fabricant était même québécois. Qu'en est-il devenu et qu'est-ce qu'on pense de cette technologie? Écoutez, oui, même il y a un manufacturier qui l'a utilisé ou qu'on a essayé de l'utiliser, mais ça n'a pas tout à fait fonctionné. Bien, ça ne fonctionne pas tout à fait bien dans n'importe quel climat. C'est drôle, tu faisais une référence au climat du Québec tantôt, puis c'est un peu la même chose. Il ne faut pas oublier que le panneau solaire, pour être efficace, il a besoin de la pleine lumière que le soleil va lui offrir. Et qu'est-ce qui arrive au Québec, encore une fois aussi? La neige, les éléments qui vont se placer au-dessus du panneau, l'efficacité, la température, la durabilité, les tests d'impact, la structure, nommez-en, il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer la mise en production d'un projet comme celui-ci. On en a parlé aussi à plusieurs reprises. À un moment donné, il y avait Audi, il y avait des panneaux de coffre, il y avait n'importe quoi qu'on a vu. C'est très populaire aussi au niveau des accessoires pour garder la batterie en bon état qu'on met même sur le tableau de bord, mais c'est pas la même grosseur, là. C'est exactement là que je m'en allais. Ouais. Au niveau de Karma, je pense qu'on l'avait fait également. Là, le toit était entièrement fait de cellules solaires qui prenaient justement l'énergie pour alimenter quelques accessoires. Mais jamais on va réussir à aller chercher suffisamment d'énergie sur une si petite surface, donc qui serait le toit, le capot et le coffre, pour faire en sorte qu'on puisse alimenter justement des batteries. Ce qui est intéressant, ce qui peut faire en sorte qu'on peut maintenir une batterie à charge, peut-être, lorsqu'elle est stationnée, on ne l'utilise pas, va peut-être recharger. Là, on parle de 20 sur une journée complète, peut-être, je ne le sais pas. Mais moi, je n'ai pas revu et je n'ai pas entendu parler d'autres manufacturiers qui nous ont démontré une volonté de s'en aller dans cette direction-là. Des voitures solaires, parce qu'à un moment donné, on voyait des voitures solaires. Oui. On a commencé à voir ça, des genres de petites voitures solaires avec des roues de bicycle. On voyait ça, qui avançait. Ça fonctionnait un petit peu, sauf que pour être applicable sur une voiture traditionnelle et normale, je pense qu'on a oublié cette direction-là. Il ne faut pas oublier que le coût aussi de production serait impacté. Est-ce que ce coût de production-là, la facture va être refilée encore une fois aussi au consommateur? Et est-ce que ça ramène assez d'énergie? Il ne faut pas oublier que les piles
prennent de plus en plus d'énergie avec des formats plus petits. Et là, à un moment donné, peut-être que la technologie va évoluer, mais pour l'instant, on n'est pas rendu là. Les premiers à le faire, ça va être encore Tesla. C'est eux autres là, qui ont les toits solaires, puis qu'il y a une compagnie qui vend des toits solaires en Californie, puis ça va super bien leur affaire. Oui, mais moi, j'ai hâte aux essuie-glaces laser. OK. Star Wars. Non, OK. On s'en va ailleurs. Là. Ouais, je sais. On dérape. On vient. On est mieux de terminer ça là. Merci, C'est bon, Mathieu. ça fait plaisir. Alors, voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se reparle mardi soir prochain, 21h30, pour un autre Virage. Bonne semaine. Cette émission vous a été présentée par les Centres d'inspection technique CAA Québec, Charny Auto-Technique et B. Lepage Autoservice.